Lundi 24 mars, messieurs, dames, bonjour, soyez les bienvenus dans votre magazine CML chez vous qui reçoit pour vous un cadre du LGD parti cher au professeur Matata Ponyumapon. Avec lui, nous allons analyser les différentes questions d'actualité, vous savez, ouverture de consultations politiques en vue d'aboutir, voulais-je dire, à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Alors, sans un dialogue au préalable, est-ce que ces assises vont-elles aboutir? C'est la question qu'on se pose, messieurs, dames. Vous savez, parlant de l'Union nationale, le VPM de transport Jean-Pierre Bemba mobilise la population quinoise contre l'occupation rwandaise. Cependant, dans son discours récent, il a pointé du doigt Joseph Kabila, il a sorti ses origines disant qu'il n'était pas congolais mais plutôt un Rwandais né de parents rwandais. Alors on va essayer de réfléchir sur cette question, comment est-ce que ces discours est perçu au sein de l'opinion congolaise, et on va finir avec l'échec de négociation de Luanda. L'Angola jette l'éponge. Par ailleurs, c'est l'Ouganda qui profère des menaces de récupération de la vie de Kisangani au cas où les M23 tardaient à les faire. Alors, ces propos du fils Museveni ne font-ils pas justement objet d'une convocation de l'ambassadeur ougandais pour plus de claircissement? Voilà, messieurs, dames, ce qui fera notamment l'objet de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons pour vous, je l'ai dit, un cadre de LGD. Il est avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission très suivie. Je suis honoré d'être ici invité. Merci. Alors, ouverture de consultations politiques sans justement un dialogue en amont ou au préalable, est-ce que ces consultations vont aboutir à des résultats escomptés? Madame, il faut dire que nous sommes en train de traverser une période d'impasse de gouvernance qui, n'est-ce pas, effrite évidemment la confiance des Congolais envers les institutions représentées notamment par nos dirigeants et nos gouvernants. Vous savez, pas plus tard qu'hier, que l'Angola a jeté l'éponge comme médiateur du conflit qui oppose les gouvernants et les dirigeants congolais avec le représentant du M23, l'opposition armée. Alors, ceci vient encore une fois renforcer la thèse selon laquelle le représentant politique de nos institutions n'ont vraiment pas le retour de la confiance, non pas seulement du peuple congolais, mais aussi de ceux qui nous entourent, évidemment, l'Angola et les pays voisins. Le problème, c'est que nous avons un problème de légitimité des institutions, mais aussi de la gouvernance du pays, qui aujourd'hui traduit la faiblesse d'un État qui disparaît par déliquescence, madame. Un État absent, un État, n'est-ce pas, défaillant. Parce que vous savez, la question de la sécurité rentre dans le rôle de l'État, qui est celui de, n'est-ce pas, assurer de manière stratégique la sécurité de tous les Congolais. Et donc, en effet, nous comprenons que notre pays a utilement besoin aujourd'hui de la participation active de tous les enfants de cette nation, afin de, n'est-ce pas, rapidement voler aux ressources et régler les problèmes. Mais cependant, il faut qu'on se le dise, l'initiative de lancer les consultations à cet instant précis où le rebelle est en train de progresser, il a le contrôle d'une étendue si vaste, plus grande que d'autres pays dans le monde, puisque les Gabon, puisque les Niger et les autres. Ces territoires sont contrôlés par des rebelles aujourd'hui qui imposent des taxes, qui récoltent les contributions des Congolais, mais aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent. Vous allez vous rendre compte que ceci ne s'est jamais fait depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Mais pourquoi ça s'est fait actuellement? C'est parce que nous avons des dirigeants qui ont échoué lamentablement à fournir à la population non seulement la sécurité alimentaire, non seulement la sécurité économique, mais aussi la sécurité en termes clairs. Aujourd'hui, l'insécurité bat son plein à cause d'absence de leadership et de la mauvaise gouvernance. Mais les dirigeants congolais semblent oublier et passer outre-mer au lieu de, n'est-ce pas, commencer par réfléchir sur les questions pertinentes qui minent cette insécurité, notamment la mégestion
aujourd'hui qui caractérise nos institutions. Nos dirigeants semblent imaginer ici que c'est, écoutez, les États-Unis, la communauté internationale, la SADC et autres, qui viendra imposer la sécurité à l'est du pays. C'est seulement au Congo où les dirigeants politiques, notamment le président Félix-Antoine Tshisekedi, réfléchit et imagine que c'est les Américains qui viendront, n'est-ce pas, restaurer la paix durable à l'est du pays. Alors que, si nous posons la question à l'histoire, si nous questionnons la légende des grands dirigeants politiques de ce monde, Napoléon Bonaparte disait qu'une paix durable doit être victorieuse. À la réalité, c'est que nous avons un État qui s'est déresponsabilisé à bâtir une armée dissuasive. Une armée à mesure d'imposer le respect dans la région et dans la sous-région. Nous avons des dirigeants qui ont, n'est-ce pas, ne se sont embrouillés qu'à vraiment prioriser leur propre intérêt, notamment la sécurité du chef de l'État. Vous allez vous rendre compte que très récemment, le président de la République a employé des mercenaires au détriment d'améliorer les conditions de vie de nos militaires pour, n'est-ce pas, restaurer la paix à l'est du pays. Ça témoigne dans l'ensemble. Mais les différentes formations organisées sous ce régime, c'est pas pour une montée en puissance des FARDC? Non, mais la montée en puissance aujourd'hui s'est traduite par l'occupation que nous sommes en train de vivre. Dans le secteur militaire, c'est pas pour justement renforcer les FARDC? L'objectif peut être renforcer la puissance des FARDC. Mais est-ce que la méthode utilisée traduit réellement la montée en puissance des FARDC alors que nous avons aujourd'hui une grande partie de notre territoire occupée, madame? Mais dans une armée qui était infiltrée, il fallait commencer par un travail de toilettage et après recycler aussi et enfin former une armée professionnelle. Madame, je rappelle que quand le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Qui dit armée structurée, je ne sais pas, ça ne dit pas une armée infiltrée. Mais il a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi. Non, mais il l'a dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il devrait avoir le temps de maîtriser tout le. Non, mais écoutez, madame, quand nous venons à hériter d'une gouvernance X et Y, on s'assume de connaître les passifs et les actifs nécessaires pour un dirigeant. On ne devient pas dirigeant sans pour autant, n'est-ce pas, avoir le temps d'analyser et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'État, l'appareil de l'État, comment est-ce que les choses fonctionnent. Alors, Tshisekedi a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Ce sont ces mots en 2019. Alors, c'est après 7 ans maintenant qu'il dit qu'il n'a pas une armée structurée, une armée infiltrée, une armée désordonnée. C'est ça le problème. Nous avons vaincu les M23, ce n'était pas les M24, moins encore les M22, avec cette même armée que lui a trouvé structurée. Le problème, c'est qu'on a amené ses ambitions personnelles pour, n'est-ce pas, rendre l'armée comme une milice privée et personnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes de commandement. Comment vous pouvez imaginer, madame, que nous puissions avoir une armée efficace, nous puissions avoir une armée capable d'imposer les respects quand le commandement est défaillant? Non, c'est ça le problème. Nous avons des gens qui sont nommés non pas par compétence, mais pour des raisons de fraternité, pour des raisons d'amitié et tout le reste. Comment vous voulez que nous puissions avoir aujourd'hui une armée qui impose les respects dans la sous-région avec des dirigeants incompétents? C'est ça le problème. Aujourd'hui, Tshisekedi a prouvé à suffisance que 7 ans durant, il n'a fourni aucun effort pour mettre à la place qu'il faut des gens compétents à la matière. La preuve, c'est que nous sommes dans un état d'agression avec un ministre, un vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui n'a aucune expérience en matière militaire. Voilà les soucis. Le commandement déjà a failli. Non seulement que le chef de l'État lui-même n'a jamais été militaire, mais son ministre aussi de la Défense n'a pas compétence à être un stratège nécessaire que nous avons besoin en temps de crise, comme actuellement. Et maintenant, nous allons nous mettre à accuser l'armée. Non, l'armée ne fait qu'exécuter l'ordre des dirigeants politiques. C'est le cas avec nos gouvernants actuels. Donc, il faut retenir que nous avions une armée structurée, mais aussi quand Félix Tshisekedi parle de la montée en puissance des FARDC, c'est faux, parce que ce que nous voyons du point de vue traitement, ce que nous voyons du point de vue réalité sur terrain, c'est
diamétralement opposés, madame. Vous estimez que le président a trouvé une armée structurée. En Vous effet. reconnaissez aussi. En effet. Mais qu'est-ce qui a fait que cette armée devienne aujourd'hui uniforme? Non, mais... Si c'est l'armée qui a vaincu les M23 à l'époque de Joseph Kabila, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, mais pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui, madame? C'est parce qu'il y a un mauvais leadership et une mauvaise gouvernance à la tête de nos institutions, notamment spécialement en la matière de défense. Il y a absence de leadership. Nous avons un leadership de pleurnichards. Aujourd'hui, l'ennemi nous attaque, c'est l'armée qui fait un communiqué. Ça vient du commandement. Nous sommes attaqués, les autorités se font occuper, les dirigeants s'attellent à faire des discours et à aller rechercher du soutien à l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui attaqués... Il y a une mobilisation qui s'est faite en interne également. Attendez, madame. Nous sommes aujourd'hui attaqués 9000 personnes mères. Parce qu'il y a l'absence de leadership au sommet de l'État. Qu'est-ce qui a fait à ce que nous puissions hier restaurer la paix par la puissance armée? Mais c'était le leadership, madame. Des dirigeants qui ne faisaient pas assez de discours que produire des résultats. La preuve, c'est que nous avons eu un premier ministre, notre président national, qui s'est rendu jusque dans les collines de Tchanzu où il a réussi les honneurs pour avoir accompagné les FARDC. Vous connaissez Tchanzu, c'est où, madame? Tchanzu est non loin de la frontière avec le Rwanda. Le premier ministre s'y est rendu pour voir où est-ce que les rebelles sont partis, où est-ce qu'ils sont rentrés. Un accompagnement de qualité, un monitoring qui, n'est-ce pas, suivait de près l'évolution et de la progression de notre armée, mais aussi un accompagnement conséquent, n'est-ce pas, répondant aux besoins de l'armée, qui a fait à ce que nous puissions arriver à défaire et à défenestrer les M23 à l'est du pays. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec nos dirigeants politiques? Non. Madame Soumine ne peut même pas... un soldat est percédé combien? Madame Soumine ne peut même pas mettre ses pieds à Goma aujourd'hui. Madame Soumine ne peut même pas, pour ne même pas parler du président de la République, mettre ses pieds à Bukavu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons eu des dirigeants qui ont multiplié les discours au lieu de multiplier les stratégies. Et donc l'État, dans son rôle de stratège qui pourvoit à la sécurité, il a failli complètement. Voilà pourquoi nous avons des dirigeants démissionnaires, madame, qui oublient. C'est pourquoi ils ont été nommés à la tête des ministères, pour se retrouver aujourd'hui en train de battre campagne, de vilipender les autres, d'accuser les autres sur terrain, dans l'optique de recruter les jeunes dans le désordre pour adhérer et pour rentrer dans l'armée. Matata a été le bon Premier ministre pendant la période de crise, contrairement à Judith Souminois. Elle est en train de mobiliser à son tour. Elle a promis de doubler justement la solde d'un militaire au front. Madame, vous savez... Matata a laissé un soldat avec un salaire à hauteur de combien? Vous savez, madame, il faut d'abord dire que quand Matata était dirigeant de ce pays, avec le président Joseph Kabila à l'époque, nous avions la stabilité du cadre macroéconomique. Nous avions la stabilité du taux de change. Nous avions les prix qui ne bougeaient pas. Nous avions la maîtrise de la monnaie. Stabilité avec Mais, non, nous n'avons pas la stabilité. Ça, c'est une stabilité factice, madame. Une stabilité factice se traduit par l'impayement des salaires. C'est ce que nous voyons. En 2024, madame, posez la question à des gouvernements provinciaux, posez la question au Parlement et autres, ils vont vous dire qu'ils sont restés impayés pendant 5 mois. Mais comment vous allez parler aux Congolais de la stabilité des taux d'échange, de la stabilité de l'économie, du cadre macroéconomique, pendant qu'il y a un paiement régulier, pendant que l'État n'est pas à mesure de répondre à ses responsabilités en termes de paiement? Voilà le problème. Comment vous pouvez rencontrer aux Congolais? Aujourd'hui, nous avons suivi les ministres Patrick Mouyaya la semaine passée d'ailleurs, au Conseil des ministres, qui racontait la stabilité des taux d'échange à 2%. Mais attendez, c'est grave. En 2 mois, si nous avons cette stabilité évaluée à 2%, c'est qu'il faut se dire que nous sommes en train de vivre un danger de gouvernance. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler, en 2014, Matata Ponyo a géré l'inflation, a géré
ces cadres macroéconomiques avec 0,8% pendant une année. Mais si vous avez le 2% dans 2 mois, qu'est-ce que ça vous traduit? C'est une stabilité factice. Et donc, mettons ce point de côté. Parlant de la réalité que les militaires vivaient à l'époque. Les militaires étaient dignement payés, régulièrement. D'ailleurs, les 15, tous les fonctionnaires de l'État avaient des comptes débités, avaient des comptes, des salaires déjà disponibles. C'était maintenant le rôle des banques. Vous avez laissé avec une même tenue jusqu'à ce Attendez, que Tshisekedi vienne. non, c'est faux, madame. C'est faux. Les militaires étaient équipés et aussi l'équipement se faisait racheter régulièrement. Vous allez vous souvenir que Kabila a équipé l'armée pendant que nous étions sur le régime de notification. Kabila a équipé l'armée conséquemment. Comment il parvenait à acheter les armes? Vous et moi ne connaissons pas. C'est pour vous dire que nous avions des dirigeants politiques qui représentaient la force de l'État. Et dans son rôle de stratège, il pourvoyait à des stratégies nécessaires, n'est-ce pas, pour sécuriser le peuple. Et c'est voilà lui qui est venu et a réussi à lever la notification, n'est pas stratège. Non, mais écoutez, c'est ce qui a fait à ce qu'à l'époque, nous puissions arriver avec un leadership de qualité à monitorer bien l'armée et à produire des résultats. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui font office de la représentation. Nous avons des dirigeants aujourd'hui qui n'ont que pour priorité le voyage, qui n'ont que pour priorité acheter les villas à l'extérieur du pays. Nous avons pour des dirigeants les gens qui, n'est-ce pas, ne font que fêter chaque week-end pendant que nous sommes dans un état d'agression. Et donc, ça traduit fidèlement l'absence totale du leadership que nous avons ici besoin pour, n'est-ce pas, guider les choses en bien et représenter la force de l'État, madame. Parce que c'est à l'État de protéger les citoyens. C'est à l'État... Non, citez-moi... combien de villas vous connaissez pour le compte de Matata? Moi, je vais vous croire, si vous voulez bien. C'est pour vous dire que nous avions des dirigeants qui savaient que sans que nous puissions travailler à fond, nous puissions nous donner un espace servir cette mère patrie, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Voilà pourquoi j'ai bien aimé la pensée de l'ancien président Joseph Kabila qui disait qu'il n'y a pas mieux que les Congolais pour résoudre les crises que nous sommes en train de vivre. Et la médiation, elle ne peut que se faire entre Congolais. Il faut s'asseoir et réfléchir les causes profondes, dont notamment la mauvaise gouvernance des dirigeants et l'absence de leadership, qui font à ce que nous ayons la résurgence de la crise à l'est du pays, alors que, à l'époque, Joseph Kabila est parti, il a laissé le pays en paix, mais lui de PES a ramené dans la capitale les rebelles du M23, les logeants, les véhiculants, avec l'argent du contribuable congolais. Donc voilà les soucis aujourd'hui. Très bien. Alors, Matata Ponyo, on va parler du LGD, va se faire consulter? Non, mais madame, les consultations, ce n'est pas nous qui les gérons et nous ne sommes pas demandeurs d'être consultés. Nous ne sommes pas aussi en train de chercher de postes. Le LGD n'a jamais cherché des postes. Le LGD combat pour un idéal. C'est lui de, n'est-ce pas, mettre ces pays sur la trajectoire de développement. Et ça ne peut que se faire avec des conditions qui favorisent, n'est-ce pas, l'implémentation d'une politique publique. Et une opportunité de gestion. Non, mais attendez, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous ne sommes pas des gens qui combattent pour le ventre. Notre président a fait preuve de sa bonne gouvernance à la tête de cet État, de cette nation, la RDC. Les souvenirs jusqu'à aujourd'hui existent. Vous savez, quand nous parlons de la bancarisation, quand nous parlons de Congo Airways, quand nous parlons de Transco et tout ce que vous connaissez, c'est le résultat d'une gouvernance de qualité. Et nous ne sommes pas pressés à aller à la recherche des postes. Si c'était le cas, madame, je vous rassure, madame Soumino ne serait pas Premier ministre en 2024. S'il fallait rechercher des postes... Vous vouliez dire quoi? Non, mais je vous dis la vérité. C'est à vous qu'on avait proposé ce poste-là? Si Matata Ponyo était à la recherche des postes et de l'argent ou de l'obésité financière... Matata a été consulté pour être Premier ministre. Si Matata était à la recherche de l'obésité financière, des postes, mais aussi de la responsabilité au sein du gouvernement, madame Soumino ne serait pas Premier ministre à ce jour. Il faut le retenir. Notre président a été évidemment consulté à l'époque, mais il a présenté
les désidératas nécessaires pour un Premier ministre qui sait travailler dans des conditions qui favorisent, n'est-ce pas, le progrès, les réalisations. Mais les dirigeants politiques de ces pays n'ont pas accepté. C'est ce qui, n'est-ce pas, nous a fait reculer. Nous ne nous acceptons pas les postes par plaisir d'être appelés Premier ministre ou ministre. Nous acceptons de servir ce pays comme nous l'avons fait à l'époque, mais dans des conditions qui favorisent, n'est-ce pas, les réalisations concrètes qui font progresser la nation. Et c'est le cas. Nous consulter aujourd'hui n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer par retourner à la base. Est-ce que la recomposition du gouvernement est une réponse adéquate à restaurer la paix à l'est du pays? Je vous dis non. Parce que ça va se faire sous l'égide de l'Union sacrée. Et vous savez que l'Union sacrée aujourd'hui est la représentation du mal. L'Union sacrée aujourd'hui est la représentation de l'échec. Pas tant des dirigeants. Je mets tout le monde ensemble parce que tous ces dirigeants, c'est eux qui dirigent ces pays. Tous les gouvernants de l'Union sacrée, c'est eux qui sont au poste dans le ministère. Les membres de l'Union sacrée, c'est eux qui gèrent même les provinces. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce que l'Union sacrée est un bateau qui nous a amenés au naufrage et non qui nous a amenés au bon port. Voilà pourquoi je vous dis que recomposer un nouveau gouvernement avec les membres de l'Union sacrée, sous l'égide de l'Union sacrée, aura pour effet les mêmes conséquences que nous avons vécues il y a quelques années passées avec les dirigeants que nous avons actuellement. Alors, le problème ici réside à quel niveau? Il nous faut commencer par les basiques. Les basiques, c'est quoi? C'est de se mettre autour de la table sous l'égide indépendante de l'Église, des prélats catholiques, ce qui ne sera pas une première. Qui va se solder au partage de postes. Non, écoutez, cette fois-là, le partage de postes que vous êtes en train de faire allusion sera pas la même chose, parce que vous savez qu'il y a des travaux exécutoires nécessaires qui se font afin de, n'est-ce pas, préparer un cadre. Et ce cadre-là ne va pas ressembler à 5 ans passés. Les erreurs du passé ne vont pas se répéter dans ce cadre-là de dialogue. Voilà pourquoi nous pensons qu'avec ce cadre-là de dialogue, pour un pacte social de paix, ça va nous amener à, n'est-ce pas, analyser les causes profondes de l'insécurité à l'est du pays, notamment la mauvaise gestion des dirigeants politiques de la RDC, afin de, n'est-ce pas, voir comment est-ce que nous pouvons possiblement associer les compétences, l'expérience, mais aussi ajuster avec les perspectives à venir pour, n'est-ce pas, dessiner un gouvernement des dirigeants aptes à, n'est-ce pas, produire des résultats escomptés afin de, n'est-ce pas, faire progresser cette nation. Très bien. La menace de l'ennemi est encore, jusqu'à ce jour, vous estimez qu'il faut encore rester sur la démarche de prélats catholiques. Est-ce que le moment, ce n'est pas d'abord de vouloir commencer par saisir la main tendue du président de la République et laisser le catholique continuer dans leur tournée jusqu'au moment madame, où il faudra vous rassembler tous autour d'une table pour avancer? Non, madame, le moment n'est pas celui de, n'est-ce pas, saisir la main tendue. La main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas le symbole de la paix. En même temps, il tend la main aux opposants pour venir travailler ensemble avec lui. En même temps, il libère ses défenseurs que vous connaissez, notamment Jean-Pierre Bemba, pour cristalliser la haine, cristalliser la méchanceté avec des propos débités en désordre. Comme si nous retournions à l'époque de 2006 où nous étions en campagne et pour, n'est-ce pas, vilipender les uns les autres. Ça, ce n'est pas la traduction fidèle de la volonté de, n'est-ce pas, créer un cadre propice pour un dialogue. Voilà pourquoi nous ne voulons pas ici imaginer que... Le président leur demande une mobilisation. Non, mais écoutez, cette mobilisation aujourd'hui... En cette période de crise où le Congo est attaqué... Au départ, c'était la mobilisation pour, n'est-ce pas, chercher à convaincre les jeunes à adhérer de l'armée, sans d'ailleurs des évidences. Attendez. Mais après, quand le président Tshisekedi s'est perdu en valorisant et, n'est-ce pas, en louant ceux qui étaient en train de faire ce travail-là, tout le monde a laissé les postes dans le gouvernement pour se retrouver sur terrain en train de battre campagne pour l'adhésion dans l'armée. Madame, je vous dis, c'est grave. Les institutions sont abandonnées. Vous pouvez imaginer que le président du Sénat se retrouve en train de battre campagne. Très récemment, ils étaient en train de faire la même chose avec la campagne pour le changement de la Constitution. C'est-à-dire que pour Félix-Antoine Tshisekedi, bien servir la nation comme ministre, c'est d'être sur terrain en train de faire la talakou. Non, ils sont en train de combattre. Non, ça c'est faire la talakou. Pour convaincre les jeunes à adhérer à l'armée,
Il faut mettre des moyens nécessaires. Donc, s'ils sont en train de faire commencez par valoriser. C'est leurs propres intérêts. Commencez par valoriser, madame, ceux qui sont dans l'armée. Les autres vont suivre l'exemple. Commencez par bien équiper ceux qui sont dans l'armée. Les jeunes vont suivre. Commencez par bien payer nos militaires. Les jeunes vont suivre. Je vous dis, dans ce pays, dans cette ville, madame, si on arrivait à payer un militaire 1000 $, comme madame Soumino a promis, parce que le président de la République... donc vous reconnaissez qu'un militaire était à 100. Attendez, madame. Attendez. Évoluer. Attendez. Monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi a promis et a dit que les militaires au front touchaient près de 500 $. Vous savez l'équivalence de 500 $ aujourd'hui, madame, avec l'inflation et tout ce que nous vivons. Et madame Souminoa vient pour ajouter une promesse, c'est-à-dire qu'on va doubler les salaires de tous les militaires. C'est-à-dire qu'un militaire, selon ce que le président Tshisekedi disait qu'un militaire touchait 500 $, ce qui est faux d'ailleurs. Ensuite, madame Souminoa vient dire qu'on va doubler le salaire. C'est qu'on aura une armée où les militaires sont payés à partir de 1000 $. Si ça se réalise, madame, si ça se concrétise, je vous dis que nous allons manquer même des journalistes à prester des émissions comme ça. Comment ça? Il y a des femmes comme vous qui préféreront aller servir dans l'armée que de rester journaliste. C'est pour vous dire que tout ça, ce sont des mensonges qu'on concocte autour de cette histoire de recrutement pour justement essayer de démontrer qu'on est en train de travailler, on est en train d'aider les chefs de l'État. On n'aide pas les chefs de l'État. On aide la nation. On ne travaille pas pour le chef de l'État. On ne travaille pas pour plaire M. Tshisekedi. Mais cependant, les ministres actuels travaillent pour plaire à un individu. C'est là où nous avons perdu nos repères. C'est là où nous avons perdu nos valeurs. Les ministres travaillent pour la République et rien que pour la nation congolaise. Et non pas pour plaire à un individu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est tombé, je parle du gouvernement, dans la campagne de séduction pour, n'est-ce pas, voilà, démontrer au chef de l'État, flatter son ego pour lui démontrer qu'on est en train de travailler. Ce n'est pas une campagne de mobilisation et de séduction. Ça s'est transformé par une campagne de séduction pour flatter l'ego du chef de l'État qui pense que servir la nation, c'est être sur terrain en train de mobiliser les jeunes. C'est une période cruciale, c'est une période particulière où le pays s'est fait agresser. Ces ministres n'ont pas commencé cette campagne dès le début de leur mandat. C'est quand les villes commencent à tomber entre les mains de l'ennemi qu'ils se sont vus obligés de se déployer pour mener justement cette mobilisation. Madame, il faut retenir que même quand nous sommes en guerre, le besoin urgent de la population ne disparaît pas. Nous avons le besoin de base au niveau de notre société. Nous avons des besoins primaires qu'il faut promouvoir ou qu'il faut pourvoir à la population. Nous avons le besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons le besoin de bien nourrir, de maîtriser les taux d'inflation, nous avons besoin de, n'est-ce pas, de se déplacer, se déplacer, les transports de route. Tout ça, ça ne disparaît pas parce que nous sommes en guerre. Alors, c'est dire que, parce qu'il y a urgence de guerre, il faut tout abandonner pour être redirigé à faire la campagne de séduction du chef de l'État. C'est méconnaître, c'est pourquoi on a été appelé ministre. Dans ce pays, nous avons eu des dirigeants qui ont servi pendant que le pays était agressé. Je vous parle de notre président national. Il était premier ministre pendant que le pays était agressé, mais l'économie développait. Nous sommes arrivés à collecter des moyens nécessaires au niveau de notre nation pour nous créer Congo Airways, pour nous créer Transco, pour nous créer tout ce que vous connaissez, pour nous construire l'immeuble intelligent qui aujourd'hui loge plusieurs ministères qui étaient jadis locataires à Kitambo ici. Donc, justement pour vous dire que on est gouvernant parce qu'on doit faire face à toutes ces réalités à la fois. Ce n'est pas parce qu'on est en état d'agression qu'il faut abandonner tout. Où nous voyons les sénateurs en train de battre campagne, où nous voyons le ministre des Sports, le ministre des Transports qui est devenu le ministre de la Défense, en train d'expliquer l'organigramme de l'armée. Ça, c'est un désordre inouï, madame. Et ça ne peut que refléter la mégestion, mais aussi les manques de leadership que nous avons au sommet de notre État. Vous êtes en train de saluer le leadership de votre président national, le professeur Augustin Matata Pognon, qui était Premier ministre sous Joseph Kabila. Joseph Kabila aujourd'hui qui est perçu comme étant le
parrain des rebelles de l'AFCM 23. Dans son discours, je parle justement de la mobilisation du VPM de transport Jean-Pierre Bemba hier. Il a dit clairement que Joseph Kabila ne serait pas congolais. Il est né des parents rwandais dont le père a trouvé la mort à l'arrivée de Kabila le père. Voilà pourquoi ce dernier s'est vu obligé d'adopter les enfants. Nullement Kabila serait congolais. Voilà ce que je vous dis, madame. Après tout, nous avons des dirigeants politiques qui confondent les responsabilités qu'ils ont à la tête des institutions. Comment vous pouvez expliquer qu'un ministre des Transports se retrouve d'abord en train de faire les recrutements de l'armée? Comment vous pouvez expliquer aux Congolais qu'un ministre des Transports se retrouve en train de, n'est-ce pas, injecter de la haine contre un ancien président qui, n'est-ce pas, est le père de l'alternance pacifique du pouvoir aujourd'hui, que Bemba est en train d'inventer matin, midi, soir. Les pères de l'alternance pacifique. Exactement, parce que nous n'avons jamais eu d'alternance pacifique dans ce pays. Je parle du pouvoir. Avec les élections qu'il a organisées avant de partir. Écoutez, madame, nous n'avons jamais eu dans ce pays, même pour une seule fois, une alternance du pouvoir pacifique. C'était pour la protection sans bain des sangs. C'était pour ses propres intérêts ou c'était pour léguer un Congo libre et indépendant? Je vous rappelle que c'était pour les gains de tous les Congolais. Joseph Kabila, à l'époque, président de la République, n'avait pas 50 ans. Vous comprenez, madame? Joseph Kabila, quand il a laissé le pouvoir, il avait encore la force de l'énergie, l'armée, les banques, les institutions, pour s'imposer en violation de la Constitution et un troisième mandat. Il avait encore de l'énergie, s'il vous plaît, madame. Il avait toutes les institutions en main. Mais cependant, Joseph Kabila a été respectueux de la Constitution. Il a laissé le pouvoir. C'est en 2016 qu'il allait organiser les élections. Non, mais attendez, nous avions des contraintes à l'époque. Nous avions des contraintes. C'était pour la première fois que la République démocratique du Congo puisse faire face à l'élection sans aide financière internationale. Sans aide financière d'aucune structure en dehors de la RDC. C'est ce qui a fait à ce que nous ayons cette logique-là de, n'est-ce pas, nous concentrer les moyens. C'était nécessaire. Joseph Kabila a refusé que les autres nations et organisations influent sur les élections de la République démocratique du Congo. Cette indépendance de la CENI a trouvé son sens sous Joseph Kabila. Et c'est ce qui a justifié les 2 ans de transition qui, n'est-ce pas, avait pour objectif, vous allez vous souvenir que le gouvernement ne travaillait plus, il était en train de, n'est-ce pas, amasser l'argent, qui n'avait que pour but de, n'est-ce pas, organiser les élections. Mais c'est cela la cause du retard. Mais la finalité, c'est qu'on a eu des élections dans ce pays. Mais aussi, Jean-Pierre Bemba oublie une chose. Il n'avait pas pour mission d'aller attaquer Joseph Kabila. Joseph Kabila, aujourd'hui, si on brandissait sa famille, ce ne sera pas la solution à l'insécurité à l'est du pays. Même si vous le mettez en prison, disons-le par magie, que vous arrivez à le mettre en prison, emprisonner Joseph Kabila, ce ne sera pas la réponse à la question de l'insécurité que nous vivons à l'est du pays. Il faut être honnête. Jean-Pierre Bemba semble oublier complètement. C'est pourquoi il a été nommé ministre de Transport. VPM des Transports. Quel est son résultat déjà dans le domaine des transports? Nous avons des permis récemment, des permis de conduire. On a dénoncé un processus de vols, tout ça derrière cette histoire de permis, pendant que Jean-Pierre Bemba est ministre des Transports. Quel est son bilan au ministère des Transports? Quel est son bilan hier au ministère de la Défense? Je vous rappelle que Bemba a été nommé ministre de la Défense dans ce pays et il n'a pas su finir la question de l'insécurité à l'est du pays. Tout le monde a cru à l'époque qu'avec la nomination de Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense, on éradiquerait l'insécurité à l'est du pays. Mais c'était faux. Après quelques mois, nous avons compris que Bemba n'était qu'une coquille vide. Alors aujourd'hui, s'attaquer à Joseph Kabila,
qui aujourd'hui est le symbole pacifique de l'alternance du pouvoir entre lui et Tshisekedi, c'est oublier, c'est pourquoi on a été nommé ministre dans le gouvernement. Alors, dire aussi que Joseph Kabila est rwandais, admettons qu'il était rwandais, il nous a dirigé pendant 18 ans, ça ne va pas résoudre la question de l'insécurité à l'est du pays. Ensuite, il faut rappeler que Bemba a travaillé avec Joseph Kabila comme vice-président. Pendant tout ce temps, il ne reconnaissait pas que Kabila était rwandais. Là, c'était pendant le 1+4. Mais pendant le 1+4, Bemba ne savait pas que Kabila était rwandais. Pourquoi il n'a pas parlé? Bemba a pris les armes dans ce pays. Quand il dit qu'il était ministre de la Défense, il a les preuves, croyez-moi, j'ai les preuves de ce que je suis en train d'avancer. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos institutions sont défaillantes. Parce que si nous avions un État qui fonctionne dans son rôle d'égalité, il allait inviter les dirigeants de l'organe judiciaire, aller appeler et interpeller, ne serait-ce que M. Jean-Pierre Bemba, pour présenter le preuve de ces allégations débitées gratuitement ça et là. On ne lui interpelle pas. On n'interpelle jamais Augustin Kabouya. On n'interpelle jamais Ndeko Eliezer. Pendant que ceux-ci débitent ça et là des propos sans contrôle. On ne les interpelle pas. Parce qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est comme ça que nous vous disons que l'État a failli à sa mission de promouvoir et de pourvoir à une justice équitable dans ce pays. Sinon, on interpellerait M. Jean-Pierre Bemba par rapport à ses allégations contre l'ancien président Joseph Kabila. Ce sont des propos d'une gravité extrême. Vous comprenez ces choses? Mbosso a dit dans ce pays, dans cette ville, Pépé Mbosso a dit que quittez les groupes armés, vous êtes des députés, vous êtes là derrière les groupes armés. Mais jusqu'aujourd'hui, Pépé Mbosso n'a jamais été interpellé pour démontrer ces allégations et donner les preuves à la justice. Qui étaient ces députés qui étaient derrière les mouvements et les groupes rebelles à l'est du pays? Voilà le problème. Nous avons une justice qui a failli. Une justice qui n'a que pour fin de, n'est-ce pas, tétaniser les opposants qui n'ont rien à voir avec la gestion opaque de la République aujourd'hui. Alors, ces propos à l'encontre, selon vous, de l'ancien président Joseph Kabila, est-ce que c'est un moyen de l'exclure, lui, carrément, de ces dialogues, on va dire, de la cohésion nationale dont voulu en cette période? Madame Jean-Pierre Bemba a confondu les choses. Il s'imagine en 2006, quand il battait peut-être campagne contre l'ancien président Joseph Kabila. Vous estimez qu'il est dans le mood? Il est dans la haine profonde. Il est dans le mécontentement. Vous savez, le mécontentement est contagieux. Et il veut maintenant contaminer tous les Congolais qui considèrent Kabila d'être un grand pion nécessaire à la cohésion nationale pour, n'est-ce pas, chercher à les vilipender et à mettre à l'écart les choses. C'est ce que Bemba est en train de rechercher. Mais attention, madame, aucun Congolais sérieux et aucun Congolais qui a influence à, n'est-ce pas, restaurer la paix de la République, en République démocratique du Congo, ne peut être content d'être exclu d'un processus de paix qui doit réunir tous les Congolais. Et ce n'est pas en excluant tout Congolais capable d'apporter sa pierre de contribution pour l'édification d'un pacte de paix sociale qui fera à ce que nous ayons la réponse à la question de l'insécurité à l'est du pays. Ce n'est pas en excluant Joseph Kabila que nous allons arriver à, n'est-ce pas, tisser une cohésion nationale nécessaire. Qui dit cohésion dit rassembler tout le monde autour des valeurs, autour des réalités, autour des perspectives d'avenir. Le discours, ou comme vous l'appelez, campagne de séduction, vous pensez vraiment que ça atteint l'objectif de cette cohésion nationale? Parce que on remarque même de tirs au sein même du présidium de l'Union sacrée, chacun, quand il se tient devant sa base, il y a des coups qui s'élancent dans des propos. Il y a les uns qui disent le silence des autres inquiéterait, d'autres, le silence de certains membres du présidium de l'Union sacrée serait en train d'inquiéter, d'autres reviennent pour dire que voilà, il ne faut pas croire justement aux paroles de ceux qui étaient rebelles. Donc,
on dirait que même au sein de ceux qui lancent justement des messages lors de leur campagne de mobilisation, il n'y a pas du vrai. Mais madame, est-ce que les philippiques, les insultes, les provocations utilisées par nos ministres qui se retrouvent aujourd'hui non pas en train de servir la nation dans des postes respectivement parlants, ces provocations ont apporté la paix à l'est du pays? Il n'y a pas que les ministres, hein. Le vice-premier ministre du Sénat, Bathilde Kobo, a dit, il a décrié le fait que selon lui, il y a des campagnes populistes, une mobilisation populiste qui s'est fait. Déjà, ça renvoie à dire quoi? Mais voilà pourquoi je vous ai dit, madame, que ce qui se passe, ce n'est plus la campagne pour convaincre les jeunes à adhérer à l'armée. C'est la campagne plutôt qui a pour objectif de séduire les chefs de l'État, séduire son ego. Le chef de l'État veut voir que, voilà, puisque vous êtes ministre, vous devez être sur terrain en train de mobiliser. Ce n'est pas le travail d'un ministre, la mobilisation. Leur message n'est pas rassembleur. Alors... Maintenant, il faut séduire l'ego du chef de l'État. Voilà pourquoi tout le monde, madame, se retrouve partout, sauf dans des bureaux des ministères pour trouver des solutions aux désidérata des Congolais. On veut maintenant séduire qu'un seul individu, on s'en fout de tous les 100 millions de Congolais. Alors, on veut séduire les chefs de l'État pour être, finalement, nommé ministre, encore une fois, dans le gouvernement qui va arriver bientôt. Le gouvernement de l'Union sacrée. Là, c'est au niveau interne. S'il faut ouvrir la brèche externe, M. Joseph Edeba, vous avez vu la réaction de l'Angola ce matin. Ils ont jeté, il a jeté l'éponge, les médiateurs, Joao Lourenço. De l'autre côté, c'est des menaces de l'Ouganda. Comment la RDC des Fratels s'est positionnée? On va finir par là. Madame, il y a une crise qui ne dit pas son nom des institutions congolaises. Non pas seulement envers la population, mais il y a eu une crise même des collaborations au niveau de la sous-région. Si l'Angola aujourd'hui jette l'éponge comme médiateur, vous imaginez qui sera nommé désormais médiateur à la place de l'Angola, qui avait une crédibilité au niveau international et au niveau de l'Afrique? Je vous rappelle que le président de l'Angola est actuellement en train d'assumer les postes des dirigeants de l'Union africaine. C'est le premier citoyen de l'Afrique actuellement. Il dit qu'il veut se concentrer justement à cette tâche. Dire qu'il veut se concentrer actuellement à la gestion ou à son mandat à la tête de l'Union africaine, c'est justement de subterfuge pour justement laisser et jeter l'éponge face à des interlocuteurs moins sérieux. Le président Joao Lourenço a compris que les dirigeants congolais ne sont pas sérieux. Vous allez vous souvenir qu'au moment où il était question de discuter avec les rebelles M23 par rapport à la démarche lancée par l'Angola comme médiateur, le président de la République s'est vu être obligé de se retrouver au Qatar auprès de son collaborateur par excellence, un collaborateur fiable, Paul Kagame. C'est Tshisekedi qui nous a dit que Paul Kagame était son frère. Il a dit que c'était un partenaire fiable. Mais là, nous ne l'avons pas oublié. C'était autrefois. Mais est-ce qu'il n'avait pas pris les précautions de qualifier un autre chef d'État dans notre pays? Parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de famille. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'avait pas pris les précautions pour qualifier Kagame des frères et des partenaires fiables. Ces paroles existent contre ses propres paroles. Aujourd'hui, c'est un Tshilombo, Félix, contre un Félix, Antoine Tshisekedi, qui se contredisent. Trouvez les vidéos. Vous allez vous rendre qu'à un moment donné, avant qu'il accède au pouvoir, il disait autre chose. Il peignait autre tableau. Arrivé au pouvoir, il a commencé par peindre un autre tableau et actuellement, il peint un autre tableau. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence inouïe dans la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui, n'est-ce pas aujourd'hui, est la cause de la méfiance des institutions, non seulement au niveau national, mais au niveau de la sous-région. Personne ne croit plus à la sincérité du président de la République pour aller vers un pacte de paix sociale qui restaure
n'est-ce pas, la sécurité à l'est du pays. Voilà pourquoi l'Angola a jeté l'éponge. Il n'avait pas intérêt. Alors, parlons de l'Ouganda aujourd'hui. Déjà qu'il y a une opération entre l'armée congolaise et ougandaise. On parle de la présence des UPDF, voir le fils Museveni lancer ouvertement des propos en train de menacer le Congo, disant que si les M23 tardaient, l'armée ougandaise s'emparerait de Kisangani. Est-ce que cela ne doit pas faire objet aujourd'hui d'une convocation de l'ambassadeur ougandais pour des explications, pour plus d'éclaircissements? Madame, ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays n'est que la traduction simple, en des mots clairs, de la faiblesse de l'État congolais. 1933, la convention de Montevideo démontre à suffisance qu'un État défaillant est cet État qui n'est plus à mesure de pourvoir aux besoins primaires de sa population. C'est un État qui disparaît par déliquescence, madame. Un État qui ne sait pas jouer son rôle de stratège pour, n'est-ce pas, promouvoir et prédisposer les stratégies nécessaires pour imposer les respects et les contrôles de ses limites, ses frontières. Voilà le problème aujourd'hui. Nous avons un État qui disparaît. C'est comme un État qui est atteint de l'humidité. C'est comme cette mur derrière vous qui est atteinte de l'humidité. Et face à un tremblement de terre, ça ne va pas résister. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants politiques qui ont échoué lamentablement à faire des Congolais aujourd'hui une fierté, non pas seulement en Afrique, mais en face du monde. Pourquoi le fils de Museveni va se donner ce luxe-là de menacer la stabilité des Congolais à ce point sans subir les conséquences? C'est parce que nous avons des dirigeants absentéistes, des dirigeants qui ne comprennent pas les enjeux internationaux. Et la preuve, c'est que tout le monde peut nous mater, madame. Tout le monde peut nous menacer. Museveni menace par le biais de son fils, n'est-ce pas, prendre la ville de Kisangani. Est-ce que vous connaissez la ville de Kisangani? Mais voilà, aucun pays voisin aujourd'hui ne respecte la RDC. Aucun pays voisin aujourd'hui n'a un peu de respect pour un Congolais. Aucun pays voisin aujourd'hui n'a peur de la RDC à cause des mauvais dirigeants que nous avons aujourd'hui, madame, qui d'ailleurs sont des dirigeants illégitimes. Comment renverser la tendance? Renverser la tendance, c'est d'amener M. Félix Tshisekedi à la démission et organiser rapidement le plus possible les élections crédibles et transparentes qui permettront à ce que nous ayons des dirigeants qui représentent la volonté du peuple à la tête de nos institutions, afin de, n'est-ce pas, imposer une gouvernance et un leadership de qualité qui va nous mettre sur la trajectoire des développements, la trajectoire de ces pays qui a une armée dissuasive, dans la trajectoire de ces pays qui a une économie, n'est-ce pas, qui prospère. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Edeba. C'était lui notre invité. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, faute madame. du courant, nous utilisons les batteries, nous sommes obligés de finir. Attends cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve demain pour le second numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Merci.